Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ensemble avec un invité prestigieux, quelqu'un un peu de notre famille, un journaliste. C'est un homme, on va dire, de la démesure. S'il me permet, je vais le caricaturer à travers quelques chiffres. 37 déjà, en effet, c'est le nombre d'années pendant lesquelles il a incarné l'émission mythique Les Grosses Têtes sur RTL. 100, c'est à peu près le nombre de talents qu'il a mis en lumière. À l'époque, c'était dans le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. 86, c'est le nombre d'années durant lesquelles ce monument de la télévision et de la radio a passé dans le journalisme. Et enfin, 93, c'est le nombre de bougies qu'il s'apprête à souffler dans quelques semaines. Et du souffle, il en a encore, on va le vérifier avec lui. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. On a le plaisir avec Damien Canivez à mes côtés de vous interviewer aujourd'hui parce que vous publiez un nouveau livre, Le Petit Monde de Don Bouvardeau, aux éditions de l'Archipel, un ouvrage dans lequel vous revenez sur votre carrière, racontant d'énormes anecdotes succulentes. Déjà, une première question, pourquoi Le Petit Monde de Don Camillo, pourquoi de Don Bouvardeau? C'est une référence très générationnelle, puisque ça remonte à plus d'un demi-siècle, avec la publication d'un best-seller quasi mondial, et qui s'intitulait Le Petit Monde de Don Camillo, et c'était signé par un journaliste italien qui s'appelait Guarecci, et qui parlait de ses interlocuteurs, de ses contemporains habituels, qui n'étaient pas du tout célèbres, alors que moi, c'est mon petit monde, mais mon petit monde qui est devenu un grand monde. Parce que, Guarecci ne parlait pas des chefs d'État ni des vedettes internationales. Or, moi, c'était mes interlocuteurs quotidiens. C'est quoi votre petit monde aujourd'hui? Le petit monde de Philippe Bouvard, si vous deviez le résumer, ce serait quoi? Alors, mon petit monde, à moi, il s'est restreint, parce que j'ai pas pris ma retraite, mais j'ai pris du recul par rapport au théâtre de l'actualité. Mon petit monde, c'est ma famille, c'est mes amis, mais hélas, il y a peu de survivants parmi mes contemporains, et c'est plus du tout les grands de ce monde qui, heureusement pour eux, ont des interlocuteurs plus jeunes. Alors, Philippe, vous écrivez dès les premières lignes que l'on peut considérer ce livre comme une sorte de pré-nécrologie. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre parcours quand vous disparaîtrez? Oui, non. On ne vous le souhaite pas tout de suite, vous restez avec nous quand même. Je n'ai pas de leçons à donner, même pas de leçons de journalisme. Je n'ai pas d'avis péremptoire à proposer sur l'actualité. C'est le livre d'un témoin. C'est la seule qualité que je revendique, de quelqu'un qui a beaucoup vu, beaucoup observé, pas tout compris sur le moment, mais réfléchi ensuite. On parlait de votre âge, c'est pas un sujet, la mort, c'est pas un sujet tabou pour vous. La mort, vous terminez ce livre, je vous cite par une phrase, « J'hésite entre l'adieu et l'au revoir ». C'est quoi la prochaine étape pour vous? La mort, ça vous fait peur ou pas du tout? Vous l'avez dompté? Non, mais attendez, j'aime pas parce que, vous savez, on a fait un petit pactage autour de cette issue fatale. Qui repose principalement sur la religion. Or, malgré le titre du livre et l'illustration de la couverture, je suis athée, agnostique et même anticlérical. Et ce refus que je regrette d'ailleurs de la religion repose sur une constatation très simple. Depuis que on a créé le monde, je ne sais pas qui, je tire mon chapeau, il y a eu environ 100 milliards d'hommes qui sont morts et une seule résurrection. Alors, pour croire, il faudrait des arguments plus solides.
C'est vrai qu'à chaque interview, Philippe, que vous accordez, on en a regardé avec mon collègue, en fait, chaque journaliste vous demande si vous allez bien, comme si finalement vous alliez révéler quelque chose comme une maladie. Ça vous amuse ou ça vous énerve ? Non, j'accepte toutes les questions. À celles qui me déplaisent ou que je juge inopportunes, je réponds en parlant d'autre chose. Bravo. Dans votre petit monde, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 86 ans que vous baignez dans le journalisme. Hein. C'est vrai que depuis, vous avez dirigé notamment, vous étiez au Figaro, vous avez dirigé France Soir. Au fil des années, au fil du temps, ce métier a été bouleversé, a beaucoup bougé, notamment avec Internet. Est-ce que vous auriez aimé être journaliste, jeune journaliste, aujourd'hui ? Non, et attendez, parce que je sens que notamment ma chère presse écrite est terriblement menacée. Bon, l'audiovisuel va très bien survivre, même si les amateurs tiennent plus de place que les professionnels. Ah bon ? Mais je n'aimerais pas être journaliste aujourd'hui. J'avoue que je n'aimerais pas vivre même dans un autre métier aujourd'hui, parce que tout est devenu plus difficile, moins gai, moins plaisant, parce qu'on paye davantage d'impôts, parce qu'on est moins libre, parce qu'on a multiplié les interdits, les prohibitions. Bref, je considère que je suis né à la belle époque et que je mourrai à une époque beaucoup moins drôle. Alors c'est vrai que votre livre, on en a parlé tout à l'heure, regorge d'anecdotes assez incroyables, notamment celle où vous racontez cette scène où le comédien Michel Simon débarque dans le bureau de la directrice du Théâtre Antoine et exige ce que vous appelez dans votre livre une gâterie avant de monter sur scène. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît insensé. Est-ce que ce genre de comportement aujourd'hui ça vous choque, Philippe Bouvard ? Non, pas du tout, parce que j'ai l'esprit, sinon le comportement, plutôt libertin. Mais bon, c'est vrai que ce sont des histoires qui pourraient plus se passer, parce que c'est contraire aux normes syndicales, parce qu'il y a une morale plus étroite dans certains milieux, parce que c'était l'époque que je raconte et à laquelle j'ai le privilège d'avoir vécu assez longtemps, où presque tout était permis dans la bonne humeur et avec le minimum de méchanceté. Et alors, autre particularité dont j'ai profité, et sans laquelle je ne serais peut-être pas votre invité 70 ans plus tard, l'époque était à la fois prospère et aimable, peut-être d'ailleurs aimable parce que prospère, et tout le monde, enfin je parle des gens qui étaient déjà arrivés, mettait un point d'honneur à aider les jeunes. Alors, les attitudes, on en parlait. Donc, je suis arrivé... attendez, il faut quand même dire que au Figaro, où j'ai fait quelques années, un certain parcours, je suis entré comme garçon de course. Ouais. Bon, garçon de course au service photographique. Et c'est-à-dire qu'on m'avait donné un vélo pour porter des plis et on m'avait donné un grand imperméable, trop large et trop long pour moi, pour dissimuler les bouteilles d'alcool que j'étais chargé de rapporter pour que les photographes puissent boire en bavardant, ce qui était interdit, parce que l'alcool était prohibé au Figaro à l'époque. Le Figaro, quand même, c'était presque le journal officiel, hein. Bon, d'ailleurs, moi, je me souviens, quand je suis devenu assez vite rédacteur stagiaire et que je m'annonçais Philippe Bouvard du Figaro, j'avais l'impression d'exciper d'une noblesse très ancienne. Alors, il y a eu le Figaro, il y a également France Soir, il y a eu également l'audiovisuel, hein, puisque vous avez, j'ai dit, dirigé les grosses têtes. Vous avez été mis à l'écart des grosses têtes, c'était en 2000. Le seul reproche qu'on vous a fait à l'époque, c'était d'avoir 70 ans. Est-ce que cette chasse aux vieux systématique qu'on a vue dans les médias vous a irrité encore ? Oui, mais attendez, c'était un peu normal de me mettre à la retraite à 70 ans.
même si, bon, j'avais créé cette émission qui a eu un certain succès, mais beaucoup moins à cause de moi qu'à cause des petits génies du comique et de la culture dont je m'étais entouré. Ouais. Bon, c'est quand même une réussite de groupe. De bande. Et bon, ben, c'est vrai que je m'éloignais avec tristesse, mais aussi parce que je suis un travailleur, je ne sais pas faire autre chose. Je m'ennuie quand je ne travaille pas. C'est pour ça que la retraite me fait peur. Bon, et alors, j'ai donc trouvé refuge dans une station concurrente, mais ça n'a duré que 3 mois. Le nouveau patron de RTL, parce que l'audience avait tellement baissé qu'on avait évacué celui qui m'avait congédié, est venu chez moi le premier jour où il a été nommé. Il est venu chez moi, j'étais en train de jouer au poker avec des copains, et il m'a dit « il faut que vous reveniez ». Alors bon, ça m'a un petit peu surpris. C'est quand même rare, quand à 70 ans, vous avez été licencié. Qu'on vous rappelle. Mais normalement, de l'entreprise où vous travaillez depuis longtemps, qu'on vienne vous rechercher alors que vous avez 70 ans. Alors j'ai finalement accepté parce que j'adorais mon émission et RTL. Et j'ai encore présenté les grosses têtes pendant 14 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre, mais je l'attendais sans impatience, 84 ans pour passer à autre chose. Et sans quitter d'ailleurs une station qui m'a encore reconduit cette année pour la 55e année consécutive. Parce qu'on vous retrouve en effet le week-end. Voilà. Alors c'est vrai qu'en 2000, vous en avez parlé, Philippe, vous avez trouvé refuge, c'était sur Europe 1 à l'époque, dans l'émission de Laurent Ruquier, On va se gêner. Quel souvenir vous gardez de cette collaboration qui était, c'est vrai, assez éphémère Vous en parlez dans le livre un petit peu. Parlons plus de ça, parlons plus de ça. Vous y consacrez des lignes. C'est un tout petit passage, pas très gratifiant de mon cursus. Alors que j'ai eu plein de joie et de très bonnes relations avec tout le monde. Et donc RTL, c'est toujours quand même dans votre cœur. Vous y êtes toujours le week-end ? C'est quoi, c'est un contrat durée indéterminée ? C'est un tout petit rendez-vous, toute petite chronique et un tout petit cachet, ce qui est normal. mais ça me permet d'y penser toute la semaine, d'enregistrer et d'avoir peur toujours de dire une blague de savoir qu'il y a encore quelques personnes qui m'écoutent le dimanche matin, ça participe à mon bonheur actuel. Qu'est-ce qui vous fait marcher, Philippe Bouvard ? Qu'est-ce qui vous fait courir ? Cette envie encore de toujours travailler ? Vous êtes incapable de vous arrêter ? Non, parce que c'est ma seule façon d'exister. Il faut vous dire que je ne pratique aucun sport. Je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai jamais assisté à un match de foot, par exemple, de ma vie. Bon, j'ai peu de relations aujourd'hui parce que mes vieux copains ont tous disparu. Je ne peux plus lire parce que ma vision s'est altérée. J'écoute tout ce que je peux, y compris la radio, mais en perdant certains mots. Donc, c'est en continuant à parler sans écrire, puisque je dicte tout, mais ça, j'avais pris de l'habitude de dicter depuis 30 ans. La radio m'avait familiarisé avec l'expression orale. Est-ce que vous écoutez les grosses têtes aujourd'hui ? Non, je ne les ai jamais écoutées. Je vais vous dire, d'abord, parce que j'ai autre chose à faire, et puis alors, je me suis dit, si je les écoute, il y a 2 hypothèses. Ou bien c'est mieux que ce que je faisais, ça m'agacera, ou bien c'est moins bien et j'en serais très triste. On revient au petit monde de Don Bouvardeau, à votre dernier livre. Vous consacrez un chapitre entier au chef d'État français, celui dont vous êtes senti le plus proche dans votre carrière, comme chef d'État. Alors, par la force des choses, c'est René Coty. Alors, ça a été le dernier président de la 4e République. C'était un grand notable de province, qui d'ailleurs ne briguait pas la direction de l'État.
Et à une époque où l'élection présidentielle se faisait au Parlement et pas avec le suffrage universel. Mais on avait voulu lui rendre hommage. Il avait une carrière exemplaire d'honnêteté. Et donc, il s'était retrouvé au 13e tour. Attention, ça avait duré une semaine, l'élection. Au 13e tour, il avait la majorité. Il s'était retrouvé président de la République. Alors, il avait dit, il faut quand même prévenir ma femme. Mais elle ne décroche jamais le téléphone. Alors, je ne sais plus qui avait dit, il faut que le Benjamin des journalistes aille la prévenir. Et le Benjamin, c'était vous. Moi. Alors, me voilà donc parti pour le quai aux Fleurs, où il résidait à l'époque. Une dame sympathique, un peu chenue, mais avec un tablier blanc, m'ouvre la porte et je lui dis, Madame Bouvard du Figaro, je viens vous annoncer une grande nouvelle. Votre mari a été élu président de la République. Bon, je dis, ah bon. Alors bon, il fallait quand même poser une seconde question parce que je savais que je ferais un petit papier pour le lendemain matin. Je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire et quand il va revenir? Elle m'a dit, je vais lui faire une tarte. Quel cadeau. Alors, bon, on a tellement sympathisé, et puis que quand, 10 jours plus tard, le couple s'est installé véritablement à l'Élysée, il m'a convié, j'étais seul avec eux, à leur premier dîner. Et à l'époque, la maison présidentielle ne fonctionnait pas encore. Il allait chercher les plats lui-même à la cuisine et le garde républicain versait le champagne. Et par la suite, bon, d'abord, quand je faisais mes courses Faubourg Saint-Honoré, je garais ma voiture dans la cour de l'Élysée. Inutile de vous dire que le stationnement a beaucoup changé par la suite. Ensuite, le président partait en vacances, il m'emmenait. Et tous les matins, je me promenais avec lui en parlant pendant souvent 1 heure des affaires de l'État et de la situation internationale. Quand le grand patron du Figaro de l'époque, Pierre Brisson, l'homme qui faisait et défaisait les gouvernements, les élections à l'Académie française, enfin, qui tirait toutes les ficelles, avait besoin d'un renseignement. Il me disait « Allez donc demander à votre ami Coty » et il y avait la question à lui poser. Vous étiez un messager. C'était des relations privilégiées. Par la suite, j'ai eu de très bonnes relations que j'ai toujours avec Nicolas Sarkozy, mais en qui j'apprécie le tempérament qui est celui d'un avocat et non d'un technocrate, une certaine joie de vivre, une simplicité de langage qui le rend plus audible pour le béotien que je suis. En revanche, vous n'avez absolument aucune relation avec Emmanuel Macron et François Hollande. Vous dites non, même que alors, vous n'avez jamais non, voulu parce les que rencontrer. je veux dire, il n'a pas besoin de moi et je n'ai pas besoin de lui non plus. Alors, je n'ai eu aucune curiosité, mais peut-être parce que j'avais mis en sommeil mes attributions professionnelles à l'égard de Hollande, puis à l'égard de Macron. Néanmoins, je leur consacre un paragraphe et je remarque, avec l'expérience qui est la mienne, que c'est un président atypique puisque il est encore très jeune. Il aura moins de 50 ans quand on le mettra à la retraite. Il a le visage très, très lisse, il n'a pas de rides. Il n'a pas de ventre non plus. Alors ça, en politique, le ventre, c'était quand même ce qui inspirait confiance aux électeurs. Eh ben non, ça a disparu. Vous le qualifiez même d'Emmanuel Ier. C'est quoi Ah ben non, j'attendais, parce que quand il a annoncé qu'il changeait le nom de son parti, La République En Marche, qui était bizarre, mais ça a pas mal marché,
Pour Renaissance, j'ai dit Macron II n'est pas François Ier. Ah, c'est la réponse, d'accord. Et quel regard aujourd'hui, Philippe Bouvard, vous portez sur la politique actuelle? Aujourd'hui, on parle beaucoup de Sandrine Rousseau, par exemple. Mon regard se porte moins sur la politique que sur la situation de notre cher et vieux pays. Et c'est une situation tellement dégradée, tellement inquiétude, que j'ai plus envie de faire de l'humour avec. Mais j'avoue que cette situation n'est pas celle de la France seulement. C'est une situation européenne, une situation occidentale et une situation mondiale, hélas. Donc, je prends tout ça avec des pincettes et au lieu de rire et de faire beaucoup de jeux de mots comme je faisais, j'essaie de voir une petite lumière au bout du tunnel et je vois plus rien. Vous avez côtoyé énormément de monde, hein. Un certain nombre sont cités d'ailleurs dans votre livre, Le Petit Monde de Don Bouvardeau. La personne qui vous a le plus subjugué, impressionné? Ah, il y en a beaucoup, parce que... Mais s'il fallait en retenir une seule? J'ai fait un chapitre intitulé « Mes grands pittoresques ». C'était des personnages qui sortaient de l'ordinaire et qui entraient dans la légende. C'était des gens qui avaient une brillante réussite professionnelle, mais dont la façon de vivre et de parler ne ressemblait à rien d'autre. Et ça a disparu. On a encore des grands patrons, on a encore des génies techniques, des champions de la technocratie, mais on n'a plus de pittoresques parce que la société n'en a plus besoin. Un exemple d'un pittoresque? Alors, bon, et si vous voulez, il y avait Salvador Dali. C'était incroyable, vous comprenez. Alors, lui aussi m'avait pris sous son aile, parce que j'étais très jeune, et puis je ne devais pas être trop antipathique, et puis mes papiers les amusaient parfois. Alors, il m'avait dit un jour, je vous emmène là où je vais faire une conférence. Bon, j'ai dit d'accord. Alors, c'était dans une université et il faisait une conférence absolument délirante, d'ailleurs, sur des sujets dont il était le seul interprète. Et alors, je lui dis, comment on va y aller? Il dit, j'ai prévu. Et il fait un signe et il y a une Rolls-Royce bourrée de choux-fleurs qui arrive. Et nous sommes arrivés à l'université dans une Rolls pleine de choux-fleurs. Aujourd'hui, ça paraît de la folie. Et dans la vie quotidienne de Dali, tout était aussi surprenant. Et puis alors, il y a eu un personnage. Bon, je ne sais pas s'il dit quelque chose aujourd'hui, mais ce qu'il a créé subsiste et est plus connu. Il s'appelait François André. C'était à l'origine un petit paysan de l'Ardèche qui avait échappé aux travaux de la terre en devenant ordonnateur des pompes funèbres parce qu'il avait un physique sérieux et qui savait parler aux familles en deuil. Et alors, il avait remarqué qu'après une inhumation, les familles endeuillées avaient soif. Alors, il s'était entremis avec un bistrotier de la porte du cimetière, il les amenait moyennant une honnête commission. Et puis, d'idée en idée, il a créé ce qui est aujourd'hui le groupe Barrière, c'est-à-dire qu'il est devenu multimilliardaire, qu'il a créé 30 casinos et 25 palaces. Et alors, il trônait au salon des ambassadeurs à Deauville, alors vêtu très simplement, avec un blazer rouge, un chapeau à large bord qui lui servait de couronne, et un parapluie bicolore qui lui tenait lieu de sceptre. C'est le genre de personnage qui est inimaginable aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure, Philippe. Le théâtre de Bouvard a marqué de son empreinte la télévision. Est-ce que vous êtes encore en contact avec des humoristes que vous avez mis en lumière à cette époque? Oui, alors il y a Philippe Chevalier qui me téléphone pour prendre de mes nouvelles assez souvent. J'ai enregistré une émission chez Michel Drucker et Michel Bernier est venu me voir et m'embrasser. Il y en a beaucoup qui ne m'en veulent pas de les avoir aidés. Et surtout, ça explique quand même la réaction un peu mitigée de certains artistes, de les avoir connus au moment où ils n'étaient pas encore des vedettes, c'est-à-dire où la vie était difficile pour eux.
Alors Philippe Bouvard, on vous garde encore quelques instants pour notre dernière rubrique qui s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ». Alors le meilleur c'est le meilleur souvenir. Votre meilleur souvenir, s'il y en avait un seul, Philippe Bouvard, ce serait lequel? Compliqué. Attendez, alors, les bons souvenirs professionnels, ils abondent, puisque ma vie au travail, finalement, c'est un petit conte de fées médiatique. J'ai tout ambitionné et j'ai tout obtenu. Bon, alors donc, c'est plein de bons souvenirs. Le souvenir le plus émouvant... Attendez, laissez-moi chercher une minute quand même. Alors, d'abord, à la radio, savoir à la télévision, si se situe à la télévision, à la radio, dans la presse, dans les journaux ou dans les librairies. Ouais. Ah oui. Parce que j'ai quand même publié 69 livres. Hein. Bon. donc 69e. Ah, si, alors peut-être. Alors, je venais d'entrer à France-Soir, dont je n'étais pas encore le directeur, mais j'allais bientôt le devenir, mais j'avais pris la suite de la commère qui faisait la chronique des potins. Et je parcourais les plages pour donner un reflet des Français en vacances. Et sur toutes les plages, il y avait 10 ou 15 personnes qui lisaient le livre que je venais de publier et qui s'intitulait « Un oursin dans le caviar » et qui s'est vendu, toute édition confondue, à 850 000 exemplaires. Wow. Magnifique. Alors ce jour-là, je crois que j'ai perdu un peu la tête. Et maintenant, votre pire souvenir, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans votre carrière qui pourrait être qualifié de pire souvenir? Alors, mon pire souvenir, c'est encore lié à mon passage à François pour tenir la rubrique d'écho qui démarrait en première page. J'avais pris la suite de la commère, qui était très connue, qui se nommait Carmen Tessier, et qui vivait maritalement avec le préfet de police de l'époque, un certain André-Louis Dubois. Et naturellement, elle avait très mal pris son éviction et son remplaçant. Et le préfet de police m'avait appelé en me disant « N'allez pas là, ne remplacez pas Carmen, c'est pas fait pour vous, vous êtes un chroniqueur, un littéraire, vous n'êtes pas l'homme des petits échos. » Et puis bon, j'avais signé, et puis ça m'amusait de faire cette rubrique qui tranchait avec mes précédents travaux. Et je l'ai donc remplacé. Et je l'ai beaucoup regretté lorsque, 5 ans plus tard, ne pouvant plus supporter son éviction et son chômage forcé, la pauvre Carmen s'est défenestrée. Triste histoire, en effet, c'est quand même un pire souvenir. Les Inconnus que vous avez révélés, les Inconnus au grand public, vont bientôt se reformer pour une soirée dans un trio sur TF1. Le souvenir des Inconnus, d'abord, est-ce que vous les regarderez quand ils passeront sur TF1, les Inconnus? Les Inconnus vont se reformer. Bernard Campan, Didier Bourdon. Le temps d'une soirée. Ça n'a pas été mon meilleur souvenir, parce que, bon, je les ai engagés, je les ai fait connaître, ils ont formé leur petit groupe, et ils m'ont quitté pour faire une tournée qu'ils avaient intitulée « Les meilleurs du théâtre de Bouvard ». Alors, je trouvais que c'était assez malhonnête. Gonflé. Oui, absolument. Et enfin, une dernière question qu'on voulait vous poser, Philippe Bouvard, quels sont vos projets aujourd'hui? Est-ce que, à votre âge, vous avez encore des rêves que vous n'avez pas encore atteints? Votre rêve le plus fou, encore? Est-ce que vous avez des rêves encore? Est-ce que vous avez encore un rêve fou, aujourd'hui, que vous n'auriez pas réalisé? Non, parce que je suis un garçon raisonnable, que la politique ne m'a jamais tenté, que j'ai eu tout ce que je souhaitais et même un peu plus. Non, je voudrais vivre en étant toujours capable de parler un peu, parce que bon, je suis quand même né sous le signe de la parlotte, autant que possible, sans trop encombrer le terrain. Mais je fais confiance à ceux qui m'ont succédé. Ils sauront faire leur chemin sans que je retrouve le mien.
Et alors, parmi vos projets, c'est quoi? C'est de retourner au casino? Je sais que vous êtes un amoureux du jeu, oui, c'est même un vice, on a dit. Heureusement, il faut garder quelques vices, vous savez. Ouais. Si on n'a plus de vices, on n'a plus de raison de vivre. Alors, je suis joueur. Je suis joueur, alors que, bon, la vie m'a tout apporté. J'ai toujours considéré que le hasard pouvait me donner plus. Et je me suis trompé, parce que le hasard, il est moins favorable que la vie. Et donc, je continue à jouer, mais je joue à un poker qui ne me permet plus de rencontrer mes copains comme précédemment. On ne joue plus contre d'autres joueurs, mais contre le casino, et ça s'appelle l'Ultimate. Et quand je suis à Cannes, je vais jouer presque tous les soirs. J'ai honte. C'est un vrai vice. Tous les soirs. C'est incroyable. Et vous avez quelques réserves d'argent, on espère quand même pour vous. Non? Il ne vous a pas totalement plumé pour l'instant au casino? Pas encore? Le casino vous a pas plumé encore? Non, mais je suis obligé de faire très attention. Parce que vous comprenez, tout est fait pour que le casino gagne, et c'est normal, parce que contrairement aux joueurs, il n'a pas d'autre source de revenus. Merci Philippe Bouvard, merci d'être venu. Merci. Je rappelle, Le Petit Monde de Dom Bouvardeau, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, donc aux éditions de l'Archipel. Portez-vous bien, et nous, demain, nous revenons avec un nouvel invité. Absolument. Demain, nous accueillerons sur ce plateau une ancienne Miss France. Elle a porté la couronne de Miss France 2005. Elle prend aujourd'hui la direction de la directrice donc, du concours national Miss France. Il s'agit de Cindy Fabre que nous recevrons demain sur ce plateau. Merci, portez-vous bien Philippe Bouvard. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir.